Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une expérience personnelle, un souvenir personnel. En fait, il s'agit du souvenir d'un des plus beaux jours de ma vie, des jours les plus importants, les plus beaux de ma vie. Parce que je vais vous raconter le jour où j'ai soutenu ma thèse et que j'ai eu mon diplôme à la fac. Alors, en fait, en Italie, pour valider son diplôme, on doit faire une thèse de fin d'études, donc il ne s'agit pas d'une thèse de doctorat, mais d'une thèse de fin d'études qui est quand même un travail assez complexe. Enfin, dans mon cas spécifique, ma thèse fait 212 pages, enfin voilà, c'est un travail assez important de recherche et puis de rédaction. Alors moi j'ai un diplôme que j'ai eu à l'université à Milan, un diplôme en langue et littérature étrangère, donc j'ai étudié le français comme première langue de spécialisation et l'espagnol comme deuxième langue de spécialisation. Alors si vous me suivez déjà, vous savez certainement que toutes les vidéos de ma chaîne sont publiées en 3 langues, précisément mes 3 langues de travail, l'italien, le français et l'espagnol. Et je dois dire qu'effectivement, je n'ai jamais regretté le choix de ma faculté, ni le choix des 2 langues que j'ai étudiées, qui sont les langues vraiment que j'adore et que je suis ravie de connaître, d'avoir approfondi, de maîtriser et de parler au quotidien maintenant. Quand j'ai soutenu ma thèse et que j'ai eu mon diplôme, je vivais déjà à Paris depuis plusieurs années en fait. Moi je vis à Paris depuis 2005 et ça se trouve un jour on va faire une vidéo pour parler un petit peu de mon expérience universitaire en général, mais aussi des raisons pour lesquelles je suis venue vivre à Paris, enfin du choix que j'ai fait à ce moment-là, pourquoi j'ai décidé de venir ici et comment ça s'est fait. Il y aurait pas mal de choses à dire, donc peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur ça. Pour l'instant, revenons à ma thèse, mais avant de commencer, évidemment, et comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et bien sûr, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, quelle est la matière que j'ai étudiée pour ma thèse? Alors, j'ai fait une thèse en linguistique française. Le sujet, par contre, était moins clair au départ. C'est-à-dire, voilà, pour moi, c'était très clair que je voulais faire ma thèse de fin d'études en linguistique française. En revanche, je n'avais pas vraiment un sujet spécifique en tête avant d'aller discuter justement avec ma prof. Au départ, on avait eu une idée assez différente. En fait, on voulait étudier certains phénomènes du français oral, du discours politique. Après, j'ai laissé passer quelques mois et au bout de quelques mois, je suis retournée voir ma prof et là, on en a encore discuté, on a un peu changé d'avis. Elle m'a montré un placard qui est dans son bureau, elle m'a dit voilà, là-dedans il y a toutes les thèses de mes étudiants, ouvrez le placard, regardez ces documents, regardez tous les titres et regardez s'il y a quelque chose qui vous inspire, un sujet qui vous donne une idée, etc. Et en effet, ça a été comme ça. Alors je serais incapable aujourd'hui de dire quel était le sujet exact, quel était le titre de la thèse qui m'a inspiré, mais c'est vrai que c'est comme ça, en regardant un document trouvé dans ce placard, que j'ai eu l'idée pour mon sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai étudié dans ma thèse? Alors, j'ai étudié comment on gère en traduction cinématographique et dans les sous-titres en particulier, les phénomènes linguistiques de variation géographique et variation sociale. Alors, si ça vous paraît du chinois, ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout cela. Alors, ma thèse était organisée en 4 chapitres. Un premier chapitre sur l'histoire de la traduction et sur la théorie de la traduction. Alors effectivement, je dois dire que si d'un côté j'ai fait, comme je vous le disais, une thèse en linguistique française, le résultat final est quelque chose qui se situe entre la linguistique française et la sociolinguistique en particulier et la traductologie. La traductologie est une matière qui ne faisait pas partie de mon parcours d'études, mais je l'ai découverte justement au moment où j'ai commencé à travailler pour ma thèse et j'ai découvert qu'il s'agit d'une matière qui me passionne, quelque chose que j'adore vraiment, c'est hyper intéressant, j'ai adoré ça. Donc voilà, toute cette partie-là a donné, disons, le premier chapitre de ma thèse où justement j'étudie l'histoire et la théorie de la traduction. Dans le deuxième chapitre de ma thèse, j'étudie du point de vue vraiment théorique et technique de la linguistique le phénomène de la variation. Alors, qu'est-ce que c'est que la variation? Alors, quand on parle de variation, on veut exprimer le fait que
tous les locuteurs manient leur langue sous des formes différenciées. La variation linguistique explique que tous les locuteurs peuvent s'exprimer de manière différente en fonction de facteurs, de critères individuels liés par exemple à l'âge, au sexe, à l'ethnie, à la profession, au niveau d'études, au niveau de revenus, à l'origine géographique, etc. Et en fonction aussi de facteurs liés à la situation, liés au contexte, liés aux interlocuteurs auxquels on s'adresse, liés à la finalité de communication. Ça veut dire que il y a plusieurs types de variations, des variations liées aux usagers et des variations liées aux usages. C'est-à-dire que la manière de parler de chacun sera influencée, sera déterminée par des facteurs, on vient de le dire, de type géographique, de type social, de type démographique, mais aussi par des facteurs liés au contexte. Donc le même locuteur pourra s'exprimer différemment en fonction, encore une fois, du contexte, de la situation. Donc je ne parle pas de la même manière si je propose un bonbon à un enfant ou si j'essaye de décrocher un emploi dans une situation formelle d'entretien d'embauche, par exemple. Voilà. Ce qui est important, c'est que justement la maîtrise de ces codes, la capacité de maîtriser des registres, des niveaux différents de langue, la capacité d'adapter son message, la capacité de s'exprimer en fonction justement de la finalité et de l'interlocuteur sont des éléments clés pour la réussite. Et quelqu'un qui n'est pas capable de gérer ces codes, de gérer cette diversité de possibilités, quelqu'un qui n'est pas capable de switcher d'un registre à l'autre, sera forcément pénalisé dans la vie sociale. Maintenant, voilà, on applique tous, quand on parle des variations de langue en fonction de tous les critères que j'ai dit, quelquefois de manière involontaire, de manière pas consciente, et quelquefois par contre de manière tout à fait consciente, tout à fait volontaire, avec des finalités stylistiques. Donc voilà, dans le deuxième chapitre de ma thèse, j'ai approfondi ce sujet, le sujet de la variation linguistique. Encore une fois, il y en a plusieurs types. Moi, j'ai approfondi la variation géographique, qui n'a rien à voir avec les dialectes. C'est-à-dire que quand on parle de variation géographique, on parle de la manière dont les parlers régionaux, les parlers locaux influencent le français. Les dialectes, les patois, c'est encore autre chose, c'est l'objet d'étude de la dialectologie, alors qu'ici il s'agit vraiment de comprendre de quelle manière l'origine géographique a une influence sur la manière de parler le français. Le français ou n'importe quelle autre langue nationale, je veux dire. Après, j'ai approfondi ce qu'on appelle la variation diastratique, c'est-à-dire celle qui concerne les facteurs sociaux et démographiques. Donc d'un côté, hein, on le disait tout à l'heure, l'appartenance à une certaine classe sociale, en essayant évidemment d'éviter les simplifications, mais aussi des critères tels que la profession, le niveau d'études, le niveau de revenus, tout ce que je disais tout à l'heure, et les éléments démographiques, âge, sexe, ethnie, etc. Alors, quel est l'intérêt d'approfondir ces éléments-là, ce phénomène-là, la variation, quand on veut étudier la traduction, et la traduction pour les sous-titres en particulier, en ce qui me concerne pour ma thèse? C'est hyper important parce que le fait que les personnages s'expriment d'une certaine manière, qu'ils appliquent un certain type de variation, est quelque chose qui est porteur de sens, c'est-à-dire la caractérisation du personnage, le message qui passe, le sens qui passe à travers l'histoire du film, passe aussi à travers la manière de parler, la manière de s'exprimer des personnages du film même. Voilà, c'est très important. Donc si le but est celui de provoquer dans le public de la version traduite les mêmes effets ou la perception la plus proche possible par rapport à la perception provoquée dans le public de la version originale, ben, il est très important, il est fondamental même de prendre en compte tout ce qui concerne la variation linguistique au moment où on traduit pour le doublage ou pour les sous-titres. Donc, dans le troisième chapitre de ma thèse, j'ai étudié les spécificités de la traduction cinématographique
Voilà, avec cette différence entre doublage et sous-titrage, et j'ai approfondi le discours concernant le sous-titrage. Évidemment, vous l'imaginez bien, il y a des contraintes qui s'imposent aux traducteurs. Typiquement pour le doublage, vous imaginez bien, il s'agit de la synchronisation labiale. Quand on parle des sous-titres, on parle par contre de contraintes notamment liées au nombre de caractères qui sont permis à l'écran, à la position des sous-titres, au fait que idéalement il faut distribuer le sous-titre sur 2 lignes maximum, pas plus, qu'il faut un temps minimum de présence à l'écran du sous-titre pour que le spectateur puisse le lire et le comprendre. Enfin, tout ça fait que, évidemment, le traducteur qui fait des sous-titres a des contraintes spécifiques liées aux aspects techniques et qui sont la conséquence de caractéristiques physiologiques et de caractéristiques cognitives de l'être humain. Tout cela fait que quand on traduit pour les sous-titres, on doit non seulement évidemment transférer le sens comme on le fait à chaque fois qu'on traduit dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation, mais en plus on doit faire cet exercice avec des contraintes techniques très particulières. Et dans le cas de la variation, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'intéressait au moment où j'ai travaillé sur ma thèse, il s'agit de voir comment on peut rendre dans les sous-titres tous ces phénomènes-là de variation. Alors typiquement, tout ce qui est variation géographique est perdu presque par définition, on va dire, parce que imaginez un original d'un film italien avec des personnages qui ont un accent très typique de Rome ou alors de Naples ou alors de n'importe quelle autre ville. Alors vous savez peut-être que les intonations de l'italien régional sont très très fortes, c'est-à-dire que chaque région a une manière très particulière de prononcer, qui fait qu'un locuteur italien reconnaît immédiatement l'origine géographique d'un autre locuteur italien. Évidemment, tout cela est perdu lorsque on fait des sous-titres français, par exemple. Inversement, imaginez un film français où les personnages parlent, je ne sais pas, un argot, un verlan. Imaginez le verlan. Alors évidemment, tout ça, c'est complètement perdu. Le phénomène du verlan n'existe pas en italien, il n'existe pas en espagnol. Je dis ça pour les langues que je connais bien et que je maîtrise. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres langues au monde qui ont des phénomènes similaires au verlan, mais ce n'est absolument pas le cas pour l'italien, pour l'espagnol, etc. Donc évidemment, le fait qu'un personnage parle en verlan est porteur de sens. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. S'il parle comme ça, c'est qu'on veut le caractériser à travers cette caractéristique justement de sa manière de parler. Et puisque cet élément-là ne peut pas être traduit, évidemment c'est perdu. Alors c'est pour ça que les phénomènes de variation doivent faire l'objet d'une grande attention de la part des traducteurs au moment où ils traduisent pour le cinéma, et qu'ils doivent faire l'objet de ce qu'on appelle des stratégies de traduction. Alors, il y aura des neutralisations, il y aura des pertes, donc il s'agit de voir si et comment on peut compenser ces pertes par autre chose, etc. En faisant vraiment attention, en sachant que l'objectif est toujours celui de provoquer chez le spectateur de la langue d'arriver la même perception du film, ou la perception la plus proche possible que l'original du film a provoqué chez le public, donc dans la langue originale. Dans le 4e chapitre de ma thèse, enfin, j'ai étudié quelques extraits de films et j'ai analysé précisément la manière dont les traducteurs avaient traduit pour les sous-titres certains dialogues qui se caractérisaient précisément par une forte variation géographique ou sociale. Alors en particulier, j'ai étudié 3 films. Entre les murs, un film français de Laurent Cantet, un film de 2008. Et si vous avez vu le film, vous savez certainement qu'il s'agit d'un film qui se passe en banlieue, donc avec un langage très marqué du point de vue de la variation sociale, et évidemment c'est très très difficile à rendre quand on sous-titre. Et puis les 2 autres films que j'ai étudiés sont Gomorra, un film de 2008 de Matteo Garrone, et un film magnifique que j'adore qui s'appelle I Cento Passi, c'est un film italien, en français ça s'appelle Les 100 pas.
un film de 2000 de Marco Tullio Giordana que je vous conseille vraiment. C'est un film magnifique, regardez-le. Et donc voilà, il s'agit de 3 films qui sont spécialement représentatifs à ce niveau-là, du point de vue de la variation sociale et de la variation géographique. Donc j'ai étudié quelques extraits pour voir comment les traducteurs s'étaient débrouillés pour essayer de rendre dans les sous-titres ces phénomènes-là de variation. Alors je dois dire que j'ai été ravie de reprendre ces sujets, de reprendre certains des livres que j'avais étudiés pour ma thèse, de reprendre justement ma thèse que j'ai feuilletée, que j'ai lue, relue pour préparer cette vidéo. Et ben franchement, ça m'a confirmé le fait que j'adore ces sujets, que c'est quelque chose qui me passionne, que voilà, je pourrais commencer peut-être un doctorat demain matin sur ces sujets de sociolinguistique parce que j'adore ça. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, mettez un j'aime et laissez-moi un commentaire. Dites-moi voilà, si vous avez des questions, des observations sur ce que je viens de vous raconter. Et évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On se voit très vite avec la prochaine vidéo. À bientôt.